南方广播电台 Sud Radio, 面子上的真相 La vérité en face, 帕特里克·罗杰 Patrick Roger. La vérité en face qui ce matin nous emmène en Chine. Vous avez vu, on a eu des problèmes électriques hier en Europe, en Espagne, au Portugal. Et bien l'électrique, on va beaucoup en parler aussi évidemment parce que en Chine on développe la voiture électrique, mais pas seulement. C'est ce qu'on va vous dire évidemment dans cette émission, La vérité en face. La Chine, l'empire de la voiture, va-t-il conquérir le monde? C'est la grande question effectivement du moment. Et c'est pour cela que Donald Trump a voulu déclarer la guerre commerciale aux Chinois avec ses taxes. Et quand on va sur place en Chine aujourd'hui, eh bien on entre dans une nouvelle dimension. Émission spéciale ce matin, une grande délégation de toute la filière automobile française, pilotée par Mobiliance, qui regroupe tous les métiers, est allée à Shanghai la semaine dernière, où se tient le grand salon de l'auto, un parc immense avec des modèles de voitures complètement incroyable. La démonstration du rouleau compresseur chinois. Vous allez entendre dans cette émission des témoignages de concessionnaires auto de toute la France qui n'en croient pas leurs yeux, mais aussi deux grands connaisseurs du monde de l'automobile. Et derrière, de grandes questions aussi que vous allez vous poser. Est-ce que nous allons être submergés par les voitures chinoises car elles sont de qualité et moins chères? Faut-il mettre des taxes pour faire barrage ou alors négocier pour installer des usines en Europe et en France? Est-ce que vous êtes d'ailleurs vous aussi tenté pour acheter une voiture chinoise? Ce sera difficile de résister, je vous le dis. Mais les constructeurs européens, Stellantis, Renault, BM ou encore Kia, le coréen, et Toyota, le japonais, n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, donc émission spéciale que nous commençons avec nos invités en studio. Serge Gachot, qui est le patron du Mondial de l'Auto de Paris. Bonjour. Oui, bonjour Patrick. De retour. Mirao, hein, c'est ça, c'est ce qu'on dit en fait en chinois, qui rentre de Shanghai. Et Alexandre Marian aussi, directeur associé chez Alix Partners. Vous êtes spécialiste de l'automobile et de la mobilité. Vous réalisez beaucoup d'études pour l'ensemble du monde automobile. Bonjour. Bonjour, ni hao. Et puis donc voilà, et donc un tour de France des concessionnaires en passant par l'Occitanie dans quelques minutes, bien sûr. Alors, quelques mots sur le décor. Serge Gachot, vous connaissez évidemment les grands rassemblements autour de l'automobile. Ce salon de Shanghai par rapport au Mondial de Paris, donnez-nous une image quoi, pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, grandiose, 360 000 mètres carrés. Nous, on est d'exposition. Paris, on est à 85 000. Voilà. Alors, cela dit, à Paris, on limite volontairement la taille des stands en se disant non, mais voilà, c'est gigantesque. Des cathédrales, voilà, et que c'est important pour le ROI des exposants. Beaucoup de monde. Alors, il y a eu 900 000 visiteurs il y a 2 ans, au dernier salon de Shanghai. Ouais. Alors là, on n'est pas ridicule parce que nous, on est à 500 000 sur 6 journées publiques. Et ils sont à 900 000 sur pratiquement le double. Donc là, on n'est pas du tout ridicule. Et c'est plutôt bien pour le mondial de l'auto, parce qu'en rapport à la population, on a beaucoup de visiteurs. Ça foisonne de tous les côtés. Et il y a beaucoup de spark. C'est quand on voit la skyline de Shanghai, qui est absolument sublime, on se dit, voilà, c'est ça l'automobile. Alors, pas que la grande tour, toute la skyline. C'est-à-dire très tech, moderne, pleine d'innovation. Et en même temps, avec des couleurs, c'est assez fun aussi en même temps. Voilà, donc ça c'est l'automobile. Bah oui, d'ailleurs quand on voit les voitures qui sont exposées là-bas, ce sont avant tout des Chinoises. Il y a quelques Européennes avec les Allemands qui résistent encore, mais sinon, parce qu'il y a 146 constructeurs en Chine. Alors, il y a 70 marques, je crois à peu près en fait au salon, mais là aussi c'est gigantesque. Hein. Oui, alors c'est un peu, il y en a beaucoup et la plupart quand même est soutenue par. Bien sûr. Des gouvernements ici ou là. Il y a une consolidation en marche. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il n'y a pas très longtemps, un accord a été annoncé entre Dongfeng et Changan, enfin, ces deux très grands constructeurs chinois. Donc, il va y avoir de la consolidation. Il va y avoir, du regroupement, quoi, voilà, bien sûr. Beaucoup perdent de l'argent, quand même. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai, quand on se dit 146 constructeurs, alors, on connaît en Europe déjà des sérieux, il y en a quand même. Les plus grandes marques qui arrivent, BYD, Geely, Chery, alors qui ne sont pas forcément encore là, mais qui arrivent, Xpeng, Nissan,
NIO, etc., qui occupent déjà des places en fait. Et ce qui frappe, Alexandre, Marian, avant de nous dire aussi la place de la voiture chinoise en fait aujourd'hui dans le monde et puis en Chine, c'est l'innovation quand même. Ça c'est complètement effectivement incroyable quoi. Et là, les automobilistes français et européens vont avoir des surprises quoi, parce que c'est pas du bas de gamme quoi. Tout à fait. En fait, on allait au salon de Shanghai, on s'attendait à être submergé de véhicules électriques, c'est le cas. Ouais. Mais à dire vrai, c'est pas ce dont tout le monde parle. Ce dont tout le monde parle, ce que tout le monde regarde, c'est les écrans, la technologie, les aides intelligentes à la conduite. On a même eu l'occasion de tester des véhicules autonomes et on a été sacrément impressionné par la qualité de cette technologie. Ouais. Faut garder en tête que l'acheteur chinois, il a environ 20 ans de moins que l'acheteur européen. Ouais. Donc il est très fervent de technologie. Oui, c'est ça. Il a envie, effectivement, de tout ça. Et puis, on dit qu'ils ont, grosso modo, une dizaine d'années d'avance, en fait, sur nous, à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si c'est difficile de calculer comme ça, très précisément, mais... Sur le véhicule électrique et sur la batterie, probablement. Cela étant dit, le retard, ça se rattrape à mesure qu'on va de plus en plus vite. Donc, bon, mais on peut dire ça. On peut tout à fait parler de 10 ans, 5 à 10 ans. Sur les technologies, ça s'est fait très, très vite. Je mettrai pas un chiffre aussi long. Non, c'est effectivement difficile à dire. Tiens, on va aussi donner la parole à ceux qui vendent des voitures, qui les commercialisent, bien sûr, et qui regardent ça avec intérêt, bien sûr, et qui étaient là-bas en Chine. On va faire le tour des concessionnaires qui vont être avec nous. C'est Christophe Morel, du groupe Morel, qui représente 13 marques dans 36 points de vente en Occitanie, notamment avec le siège à Castres, et qui était aussi du voyage. Christophe Morel, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, justement, à Shanghai, vous qui vendez des voitures, qui les connaissez par cœur? Écoutez, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la Chine, déjà, le contexte économique chinois est particulier. En fait, vivent les 30 glorieuses qu'on a pu connaître, nous, dans le passé, et ça signifie qu'il y a une croissance assez extraordinaire. L'année dernière, 5% de croissance, comparé avec la zone euro à 1, à peine 5%, et encore, il fallait tout. Les 10-15 dernières années, en fait, sont des creusets, pour le moins intéressants pour la recherche, et notamment pour l'automobile. Donc, on a un contexte très différent. On est dans un contexte très, très dynamique économiquement. Ce qui m'a marqué le plus, c'est effectivement cette énergie, cette dynamique, cette marche en avant, je dirais, assez incroyable. Bon, et ensuite, il y a une vision différente de l'automobile, comme on a pu l'avoir par le passé également en Europe et notamment en France, c'est que l'automobile est bien vue en Chine. C'est un objet social, de liberté, de progrès, c'est la mobilité. Voilà. Donc en France, et en Europe plus généralement, on est plutôt à trouver tous les mots de l'automobile l'automobile qui pollue, l'automobile qui prend de la place, l'automobile... Enfin, on y trouve tous les mots. Donc vous voyez, c'est un contexte complètement différent. Et effectivement, dans ce contexte-là, tout est possible. Alors, on a ce foisonnement de marques, comme vous l'avez signalé au salon de Shanghai, il y avait plus de 140 marques. Il faut rappeler qu'en Europe, il y a 40 ans en arrière, il y avait 6 fois plus de marques représentées, puis après elles se sont consolidées. Donc c'est ce que vous avez évoqué, on va avoir une phase certainement de consolidation qui se fera dans les mois ou les années qui viennent. Donc, et Christophe Morel, votre regard aussi, parce que vous envoyez des voitures, vous les essayez, etc. en permanence, et vous en vendez, bien sûr. Et là, vous êtes monté dans tous ces modèles là-bas. Votre regard d'expert, alors c'est de qualité, c'est bien, c'est pas bien, ça vous effraie, ça vous séduit? Non, pas du tout. Non, je pense que ça va challenger l'ensemble de la distribution, de l'industrie automobile en général et toute la filière. On a des acteurs qui sont, je dirais, à la pointe de la technologie. Vous avez signalé les robotaxis, donc ça c'est la conduite autonome, et les ADAS qui existent déjà dans les voitures, mais eux sont en train de trouver des solutions supplémentaires grâce à la technologie. Je dis bien aujourd'hui, on a l'équivalent de la Silicon Valley en Chine, donc ils sont à peu
peu près au même niveau d'expertise. D'ailleurs, la plupart des patrons, des ingénieurs des entreprises qui font de la techno en Chine sont passés par Harvard et ont passé une dizaine d'années dans la Silicon Valley. Donc là, de ce côté-là, il y a effectivement la technologie embarquée dans les voitures. Je crois que également il y a le design des voitures qui est maintenant aujourd'hui qui est au niveau. Qui est pas mal, quoi. C'est-à-dire on disait que c'était de la copie. Aujourd'hui, on va au-delà. Exactement. Ils maîtrisent à peu près toutes les technologies, que ce soit de l'hybridation, l'électrique, où ils ont, je dirais, alors l'électrique, ils ont un atout particulier, c'est qu'ils maîtrisent la chaîne d'approvisionnement, d'extraction, jusqu'à la fabrication des batteries. Donc c'est particulièrement pour eux, c'est un atout considérable, puisque en fait, les constructeurs chinois vont vendre leurs batteries aux autres constructeurs de la planète. Donc c'est un vrai sujet. Là, il y a effectivement, ils ont je dirais, ils ont de l'avance, quoi. Ils ont un coup d'avance. Christophe Morel, merci. On va voir justement aussi, rester avec nous, avec vous, Alexandre Marion, tout ça, ce décor. Combien de voitures chinoises vendues en Chine, vendues en fait dans le monde, et puis on y reviendra parce que c'est vrai qu'ils maîtrisent toute la chaîne, quoi, contrairement à nous. Tout à fait. Donc en fait, le marché mondial, c'est 90 millions de véhicules. Le marché chinois, c'est 30%. D'accord. Donc c'est le premier marché. C'est un marché qui croît, on va dire, très vite. L'un des plus importants, c'est l'année prochaine, on s'attend à 4%. Enfin, cette année, on s'attend à 4% de croissance, mais sur du plus long terme, on s'attend à 3% de croissance. En Europe, on est, avec les États-Unis, environ 20% et 20% de véhicules, mais avec 1% de croissance. Donc le marché chinois, on ne peut pas l'ignorer, c'est celui qui attire de la croissance, attire de l'innovation, attire des nouvelles technologies. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le marché, les Chinois, donc ça fait 2 ans que c'est arrivé, d'un seul coup, ils sont passés de 6e exportateur mondial à premier exportateur mondial. Ils ont exporté 6 millions de véhicules l'année dernière. D'où on dit qu'il va y avoir une déferlante, un tsunami chinois un peu partout, quoi. Et Donald Trump a réagi aux États-Unis, et en Europe, on tremble un peu, quoi. Il faut le dire, quoi. On se pose des questions, clairement. Non mais on tremble, faut le dire. Non mais il faut savoir, parlons vrai, mais le point, c'est quand même de dire, on parle de l'Europe et des États-Unis, mais c'est pas l'Europe et les États-Unis qu'il faut regarder en premier. Non, c'est vrai. Les vrais marchés où les véhicules chinois sont en train de s'implanter de manière colossale, c'est tout d'abord en Russie et en Biélorussie, parce que finalement ils ont perdu ça, on est à 70% de pénétration des marques chinoises. Toute l'Asie du Sud-Est, c'est parti pour aller à 30% de part de marché à horizon 2030. Donc là, vous avez nos collègues japonais et coréens qui se posent beaucoup de questions, parce que c'était quand même leur marché historique. Vous avez l'Amérique latine et l'Afrique où c'est pareil, on est sur des ordres de grandeur de 30% à horizon 2030. Et je dirais les pays du Golfe aussi. Et les pays du Golfe, vous avez raison. Et donc, il reste les États-Unis, les barrières mises par Donald Trump, mais de toute façon, c'était déjà le cas sous Biden, vont faire qu'il n'y aura pas de véhicules chinois ou de marques chinoises à l'horizon 2030. Et là, en Europe, on pense qu'on est plutôt sur de l'ordre de 10 à 15% de pénétration des marques chinoises. Donc, c'est une déferlante mondiale, l'Europe étant pas nécessairement là où ça va se voir le plus. C'est ça. Avec une question, c'est que faire, on va y revenir dans l'émission. Est-ce qu'il faut, comme on l'a fait l'année dernière, c'est-à-dire mettre des taxes, environ 30%, donc sur des voitures qui sont, disons 2 fois moins chères quand elles sont en Chine. Quand elles arrivent ici, elles sont un petit peu plus chères, mais elles sont encore hyper concurrentielles. Je pense à BYD, etc., sur des modèles intermédiaires. On ira reposer la question après Christophe Morel, qu'on remercie, qui était avec nous à Castres. On ira avec d'autres concessionnaires. Et puis vous, donc, Alexandre Marian et Serge Gachot, le patron du Mondial Auto, pour ce voyage qui était organisé par Mobiliance en Chine. Et cette question, voiture électrique, hydrogène, technologie de rupture, et la Chine avance à toute vitesse. Est-ce que nous sommes prêts à suivre? Question qu'on se pose dans La Vérité en face sur Sud Radio. 南方广播电台 Sud Radio. 面子上的真相 La vérité en face. 帕特里克·罗杰 Patrick Roger. Du design à la batterie, c'est la Chine qui fait sa loi. Plus rapide, plus propre et plus stylé.
Quand la Chine fabrique, tout le monde veut suivre. Voilà, quand la Chine fabrique, tout le monde veut suivre. C'est vrai que ce que me disait quelqu'un hier, en me disant, en Chine, ça exécute, en France et en Europe, ça discute. C'est un petit peu ça d'ailleurs. Quand on rentre de Chine, on voit que ça avance, il y a un rouleau compresseur, je le disais. Quand on rentre de ce salon de Shanghai, qui est la plaque tournante aujourd'hui de l'automobile dans le monde, hein, c'est ce que vous avez dit, Alexandre Marian. Serge Gachot, le patron du Mondial Auto, est là. Paris résiste, bien sûr aussi, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Parlons quand même de ces marques, de ces voitures chinoises. Je disais tout à l'heure 146 constructeurs. Bon, il restera à la fin que quelques marques probablement. Lesquelles sont les plus notables? Et puis on va voir aussi quelle est l'énergie qui est utilisée. Est-ce que c'est le tout électrique ou pas? Alexandre Marian. Donc oui, il y a 146 marques, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'année dernière, il y a, on va dire, une trentaine de marques qui ont arrêté de produire, et il y a une quinzaine de nouvelles marques qui se sont créées. Et ce qui est important, c'est que c'est la première fois aussi que des marques qui faisaient ce qu'on appelle des New Energy Vehicles. En Chine, on ne parle pas de véhicules électriques à batterie comme nous. On parle de NEV, qui correspond finalement aux véhicules électriques à batterie comme on l'entend en Europe, et qui correspond aussi aux hybrides rechargeables, toute forme d'hybride rechargeable. Hein. Donc il y a les hybrides où les deux moteurs peuvent faire rouler les roues, et puis il y a des hybrides où il y a un moteur qui permet de recharger la batterie, un moteur thermique, ce qu'on appelle les prolongateurs d'autonomie ou les range extenders. Avec un réservoir plus grand qu'à l'époque des premières voitures comme ça. Avant, c'était à peu près 7 litres le réservoir, donc c'était vraiment pour une petite autonomie de recharge. Là, c'est une cinquantaine de litres maintenant, tous ces range extenders, comme on les appelle, qui arrivent sur le marché. Tout à fait. Oui, alors parlez-nous de ça justement sur ces voitures hybrides. C'est-à-dire que en France, ce qu'on connaît en hybride, c'est il y a l'entraînement un petit peu par un petit moteur en fait électrique, ou alors vous avez le gros réservoir et puis la voiture qui a 50 km d'autonomie. Et il y a un autre système en fait en Chine qui est connu un petit peu de quelques spécialistes, mais je pense pas du grand public. C'est ça. Enfin, dans l'hybride, il y a toutes les nuances de gris, on va dire. Bon, il y a ce qu'on appelle l'hybride auto-rechargeable ou non rechargeable, qui est ce que le système Toyota qui date du début des années 2000. Il y a l'hybride rechargeable qui était très très prisé, on va dire, il y a une dizaine d'années. Mais dont le problème était que l'utilisateur final, c'était pas celui qui payait la voiture, et donc on n'arrivait pas vraiment à jauger le temps d'utilisation par véhicule électrique et autres. Oui, parce que c'est un marché flotte très important. Mais si on recharge correctement, c'est-à-dire soit à la maison ou au bureau, on est en général, en électrique. Et le véhicule, et puis en moteur thermique quand vous allez faire des plus longs trajets. Et donc le véhicule dont on parle beaucoup ces derniers mois, qui est le véhicule à prolongateur d'autonomie, alors je vais vous arrêter tout de suite, c'est absolument pas nouveau, puisque de nombreux modèles existaient déjà il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. On peut citer la Volt, exactement, la Chevrolet Volt, ou la BMW i3 qui offrirait ça. Et donc là, ce que vous avez, c'est que vous avez un moteur électrique qui fait tourner la voiture, et vous avez un petit moteur thermique ou un générateur. Vous mettez de l'essence dedans et ce générateur recharge la batterie. C'est ça, c'est l'essence qui vient recharger la batterie. C'était l'Opel Ampera aussi en Europe. Et l'objectif, ça a de l'avenir ou pas? Alors, ça permet quand même, nous on a fait des études sur le sujet, ça permet quand même de rassurer le consommateur sur le sujet de l'autonomie. Et l'autre avantage que ça a, c'est que ça permet de mieux optimiser le lien entre la taille de la batterie et la taille du réservoir d'essence. Parce que fondamentalement, ce qui coûte très cher dans un véhicule électrique, c'est quand même la batterie. Un véhicule électrique, c'est un véhicule thermique auquel on a rajouté une batterie. Donc à chaque fois qu'on dit « Ah ben c'est plus cher », oui c'est plus cher parce que c'est la batterie qu'il faut payer en plus. Là, ce que ça permet, alors il y a un équilibre à trouver, on rajoute un deuxième moteur et autres, ça permet de réduire le coût associé à la batterie et d'optimiser un peu ça. Et comme la plupart des gens font des trajets de moins de 6 km par jour, finalement, ils peuvent se permettre ça. Et ce qu'on a vu, c'est que ça permet aussi d'éduquer les gens sur le principe d'avoir un véhicule électrique, de le recharger régulièrement. Et puis, peut-être, après, ça leur permettra de se dire, j'ai plus besoin de ça. Alexandre Marian, est-ce que la Chine mise tout de même sur, quand même, l'électrique pour demain, ou est-ce que ils ont encore d'autres technologies en réserve, quoi? Parce que c'est la question que l'on se pose en fait partout sur la planète finalement. Non, mais je pense que c'est principalement déjà il faut le dire, la seule technologie complètement décarbonée, ça reste le véhicule électrique à batterie. On peut parler de l'hydrogène, mais l'hydrogène, dans le cas d'usage le plus simple, a priori, ça ne devrait pas prendre beaucoup d'ampleur parce que c'est beaucoup d'investissement. Et puis c'est un véhicule électrique en plus duquel on rajoute une pile à combustible. Donc c'est encore beaucoup de choses.
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'à horizon 2030, la Chine aura 50% de véhicules électriques à batterie, une dizaine ou une quinzaine de pourcents de prolongateurs d'autonomie, et puis une dizaine ou une quinzaine de pourcents de véhicules hybrides rechargeables. Donc 75% de ce qu'ils appellent des NEV. Donc c'est que des voitures électrifiées en fait. Mais il y a une direction stratégique qui a été fixée. Enfin, il faut comprendre. Alors, je suis pas particulièrement fan des dictatures, mais voilà, en Chine, il n'y a pas d'élection. Il y a une vision moyen-long terme. La Chine est dirigée par des ingénieurs. Donc la direction stratégique est assez claire. C'est voitures électrifiées 100%, mais pas de manière dogmatique. C'est 50% plus ou moins électrique, 100% à batterie, et 50% hybride rechargeable ou avec le range extender. Et tout l'écosystème de la fourniture d'énergie, du maillage des bornes, des solutions de recharge, tout ça a été fait en même temps. Là, il y a une vraie production d'électricité avec des renouvelables qui a, pour la première fois au Q1, dépassé les énergies fossiles. Enfin, ça avance très vite aussi. Et ce que vous avez dit, Serge Gachot, est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une planification. On y va en ordre de marche. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que certains disent mais c'est la liberté, il y a des restrictions de liberté ou pas. Mais bon, si je peux me permettre, on peut quand même dire la Chine, ils ont une façon de fonctionner. C'est pas qu'ils discutent pas, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils font des plans à 5 ans. Et ces plans à 5 ans, ils les exécutent avec un certain nombre d'objectifs finaux. C'est-à-dire, ils se disent, voilà ce qu'on veut. On veut être le premier dans la chaîne de valeur électrique. On veut décarboner notre mobilité. Donc, ils ont fait 2 plans à 5 ans, entre 2012 et 2017 et 2017 et 2022, qui ont été extrêmement clairs, extrêmement bien argumentés. Ils ont aussi fait des changements rapides de braquettes. Je ne sais pas si tout le monde a oublié, mais en 2017, ils avaient complètement stoppé les subventions aux véhicules électriques. Ça a fait un impact de marché total, c'est-à-dire que les ventes se sont effondrées et en 6 mois, ils ont rechangé la donne. Donc, ils sont à la fois capables de faire des plans en long terme, mais de changer, d'ajuster vite. Ils sont pragmatiques. D'ailleurs, par exemple, dans les grandes villes, vous pouvez pas acheter une voiture comme vous voulez. Absolument. Par exemple, si vous êtes à Shanghai ou à Pékin, vous êtes limité. Il y a des listes d'attente pour pouvoir acheter en fait une voiture et. Alors, vous avez la plaque d'immatriculation qui est fournie par la ville. Donc il faut. Si on veut un véhicule New Energy, on a tout de suite la plaque d'immatriculation. Si on veut c'est les plaques vertes. C'est les plaques vertes. Et si vous voulez une plaque bleue, là, c'est plusieurs mois d'attente. C'est moteur thermique à essence. On peut parler en France de dire on nous pénalise aussi, mais je peux vous assurer qu'en Chine, ils sont un peu pénalisés sur ce sujet-là. Plusieurs mois d'attente, voire une vente aux enchères. Et puis en plus, il faut payer cher la plaque. Autre regard de professionnels de l'automobile qui étaient avec nous et qui sont en duplex un peu partout en France, c'est Francis Mel qui est du côté de la région PACA, DG des ventes constructeurs chez PPG, qui est avec nous. Bonjour Francis. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Francis Mel, vous aussi vous êtes allé là-bas. Qu'est-ce qui vous a étonné, surpris justement à ce salon de Shanghai avec votre œil d'expert? Avec un œil d'expert, on pourrait dire que le concentré d'innovation technologique est très représentatif. La volonté de ce pays et globalement la capacité de produire, la capacité de s'adapter. Je pense que nous devons bien réfléchir et nous entendre sur le fait que globalement, ils vont arriver en France, ils arriveront en Europe et que lutter serait une erreur. Je pense que nous devons nous associer avec leur technologie et leur capacité de production. Globalement, ce qu'il en ressort, c'est que la plupart des autos se ressemblent quand même étrangement selon les constructeurs et que les petites citadines ne sont pas encore, à mon avis, le fleuron de l'exportation. Donc je crois que nos constructeurs européens doivent s'unir, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et je pense sincèrement s'associer à faire venir la technologie des châssis batteries et poser, entre guillemets, notre design sur ces véhicules et les adapter à un pricing qui répondra aux besoins de nos utilisateurs. Oui, c'est vrai. Le prix. Oui, c'est vrai que vous avez raison, Francis Mel, de le souligner. Là-bas, on voit surtout des modèles alors haut de gamme et intermédiaires. On voit peu de petites voitures. Serge Gachot. Le gros du marché. Alors en France, en Europe, si on prend les segments A, B et C, c'est à peu près 70% du marché. Là, c'est surtout des voitures de segments C, D et E qui sont commercialisées les plus gros segments en Chine. Exactement. Voilà. Et je me souviens, l'année dernière au salon de Pékin, j'avais cherché des voitures de segment B, j'en avais trouvé que 3. Segment B, ça correspond à peu près à quoi en France comme B, voiture? c'est Polo,
Twingo, etc. Voilà, Renault 5, Renault, effectivement, les petites, 208, voilà. Ils sont ils aiment bien démontrer leur puissance, quoi. Voilà, donc avec ça, les c'est vrai qu'il y a voitures, encore un peu de. Pour l'instant, il n'y a pas de petites voitures. Oui, enfin, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Renault, c'est Leapmotor, T03, Leapmotor, il y a BYD et MG aussi. Et Wuling et BYD qui avaient présenté la Seagull. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que moi, je retiens aussi du salon de Shanghai que c'était avant tout un salon du marché chinois. Et que là, on a vu une flopée de véhicules. Alors, on peut dire ils se ressemblent tous, ils se ressemblent pas tous, mais en tout cas, c'est des véhicules qui sont très adaptés au marché chinois, très larges. Et ça marche pas dans les rues de Paris, des véhicules larges. Dans toutes les grandes villes en France, et on se dit, il y aura pas la place pour les rentrer dans les Paris. L'espace, le confort, effectivement. Et les gens, ce qui est important, c'est que le but des gens, c'est de se déplacer, c'est pas forcément de conduire. Donc ça, avec notre prisme, c'est pas facile à conduire, mais vous avez des très grandes voitures. En carrosserie SUV, mais c'est même pas des 4x4. Et les Chinois aiment bien avoir plein d'espace, faire du glamping. Mais alors, ce qui fait la différence, c'est qu'elles sont grosso modo vendues en Chine 50% moins chères qu'ici en Europe, sur des modèles en fait d'un même. Moi, j'ai vu des voitures à 8-10 000 euros, l'équivalent en Chine, qui, quand elles seront ici, même avec 30%, elles pourront être à 17-18 000, du tout électrique, avec une autonomie assez exceptionnelle. Et ça peut faire mal, quoi, bien sûr, quand elles seront commercialisées. Non, Alexandre Marion ? Tout à fait. Alors, je suis pas sûr que les constructeurs chinois aient pour vocation d'aller exporter leurs véhicules pour les vendre à prix cassé comme ils ont en Chine. La guerre des prix en Chine, elle a commencé en 2023. Et il faut savoir que c'est un constructeur américain, Tesla, qui a baissé ses prix le premier et tout a suivi. C'est-à-dire que en l'espace d'un an, ils ont perdu 12% à peu près de prix. Mais ça ne voulait pas dire que c'était souhaité ou ni souhaitable, c'est juste ça. Donc on a fini à avoir BYD qui nous a expliqué qu'ils vendaient des voitures électriques au prix de voitures thermiques. Donc ça, en Europe, je pense que c'est pas leur objectif. Ils veulent quand même utiliser le marché de l'export pour améliorer un petit peu leur marge. Allez, nous poursuivons la vérité en face jusqu'à 10h avec la Chine et ses voitures qui veulent dominer le monde. On comprend donc pourquoi Donald Trump a riposté de manière très forte avec ses taxes. Je ne sais pas si ce sera utile. L'Europe l'a fait aussi un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il y a une grande question, et c'est ce qu'on verra dans un instant, c'est que les Chinois, ils maîtrisent tout. La chaîne industrielle, les batteries, les logiciels, les productions, concurrence totale. Comment faire face à ça ? C'est ce que nous allons voir dans un instant sur Sud Radio, la vérité en face jusqu'à 10h. 南方广播电台 Sud Radio, 面子上的真相 la vérité en face, 帕特里克·罗杰 Patrick Roger. 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma. Il avait tout compris avant tout le monde, Dutronc. On a dépassé les 700 millions, on est bien au-delà, et les Chinois, et nous, que faire, notamment dans le monde de la voiture ? Est-ce que l'empire de la voiture va conquérir le monde venant de Chine ? Je vous le disais, c'est pour ça qu'on réagit. D'ailleurs, que faire ? Est-ce que l'Europe peut réagir ? Réglementation, relocalisation, qu'est-ce que l'on doit faire ? Alors pour l'instant, on a imposé des taxes. On se dit que la solution, c'est peut-être de forcer le bras des Chinois. Il va falloir être fort pour leur dire, écoutez, vous pouvez venir en Europe vendre vos voitures, vos belles voitures aujourd'hui avec les autres constructeurs ici, mais il faudra peut-être les assembler avec des usines ici. Sauf qu'il y a un point qui est capital, c'est les matières premières. Et ça, les Chinois, pour l'instant, ils maîtrisent quasiment tout, et que nous, on ne maîtrise pas grand-chose. C'est ce qu'on va voir aussi avec mes invités, donc qui sont là depuis 9h ce matin. Alexandre Marion, directeur associé chez Alix Partners, spécialiste de l'automobile et mobilité. Serge Gachot, le patron du mondial de l'auto, qui était avec Mobiliance et cette délégation française de l'automobile au salon de Shanghai qui se tient en ce moment. Et des concessionnaires qui sont en ligne avec nous. Gérald Dimbert aussi, par exemple. Le groupe LG Automobile, qui est basé à Perpignan. On salue toute la région, évidemment, Occitanie, qui couvre tout le sud tout le sud-ouest jusqu'en Charente. Bonjour, Gérald Dimbert. Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour à Serge Gachot et Alexandre Marion. Bonjour, vous vendez des voitures plutôt haut de gamme. Ce que vous avez vu là-bas, ça vous a impressionné ou pas, ces voitures ? Alors moi j'ai pris plusieurs claques. D'abord l'ambiance. On a un salon qui a été placé, je dirais, sous le signe de la technologie. On a vu des chiens robots, on a vu des robots humanoïdes, on a vu des voitures volantes, notamment celle d'Xpeng. Beaucoup d'influenceurs, un public très jeune et très connecté. Et
ça fait le lien entre ce que disait Alexandre Marian, où effectivement le client chinois a 20 ou 30 ans de moins que le client européen, français. Ouais. Ensuite, sur les produits, on a vu beaucoup de nouveautés. Ouais. Des produits ultra connectés entre la voiture, le conducteur, mais également entre la voiture et les passagers. Ouais. Des grands écrans partout, de l'IA, des aides à la conduite. La conduite autonome, on a eu la chance effectivement de pouvoir essayer la conduite autonome, et c'était quand même bluffant, et au bout de 2-3 minutes, on se sentait en complète sécurité tellement que c'était plutôt bien fait. Ouais. Donc ça, c'était bluffant. Et puis une surprise également, puisqu'on a eu un plan de produit très orienté sur des grosses berlines, beaucoup de SUV avec énormément de confort, avec la possibilité de sélectionner des massages, choisir si on veut des massages chinois, thaïlandais, des sièges zéro-gravité. Bon, bref. Non mais c'est vrai, on s'assoit à l'arrière et on n'est plus dans une voiture. Hein. Il y a le massage évidemment avec ces sièges qui tournent, qui pivotent un tout petit peu. Il y a les grands écrans que vous avez en fait devant. Non mais c'est impressionnant cette technologie quoi. Hein. Et juste une petite parenthèse. Non, mais en fait, les voitures sont aussi faites pour être appréciées, utilisées à l'arrêt. Enfin, c'est impensable pour nous, Européens, mais effectivement, dans une ville de 30 millions d'habitants, vous amenez vos enfants à l'anniversaire, vous attendez là. Je veux dire, le temps, si vous retournez chez vous, il faudra déjà repartir pour aller les chercher. Donc, être très confortable à l'arrière, avec les massages, à l'arrêt, ou regarder un film ou pour dormir, enfin, c'est très important. Il y a des écrans pour tout le monde, hein. Bien sûr, il y a un écran pour le passager, hein, c'est ça. Et à l'arrière, il y a beaucoup plus d'espace avec des sièges réglables. Vous qui vendez des voitures haut de gamme, notamment, bon, Mercedes pour ne pas le citer, et puis sans doute beaucoup d'autres, Gérald Dimbert, là vous vous dites, oh là, il y a du souci à se faire par rapport à ça, parce qu'ils sont à des tarifs compétitifs, quoi. Ouais, complètement. Bon, en résumé, effectivement, si on peut résumer les produits, c'est l'alliance entre la technologie et le confort. Ouais. Alors c'est vrai que chez Mercedes, on a quand même cette image de voiture confortable. Ouais. Et je suis un peu surpris, effectivement, de ce qu'ils sont capables de proposer à très court terme, en fait. Ouais. Moi, j'ai quand même une certitude, c'est qu'effectivement, la voiture chinoise bas de gamme, c'est terminé. Ouais. Et ça, je l'avais pas vu arriver. Je pensais qu'ils allaient plus concurrencer, effectivement, les marques généralistes et pas tant les marques premium. Donc ça, effectivement, c'est une surprise pour moi. Et une inquiétude sur la capacité de l'Europe, je dirais, à rester concurrentielle et à innover. Ouais. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, les Chinois, ils maîtrisent toute la chaîne de valeur, tant sur la technologie que sur les ressources. Et comment on va se réinventer, comment on va rattraper le retard. Là, il y a des vrais sujets d'inquiétude et des vrais sujets, je dirais, à mettre sur la table dans les prochains mois. Oui, complètement. Merci Gérald Dimbert, vous pourrez rester en ligne avec nous. Alexandre Marian, justement, tiens, il y a le positionnement par rapport à Tesla, parce que Tesla a révolutionné un peu le monde de l'automobile avec ses capacités d'autonomie assez puissantes en électrique, à déferler sur le monde. Est-ce que les Chinois sont en train de tailler des croupières à Tesla? Quand on se balade dans les rues de Shanghai, on voit encore quand même des Tesla, et il n'y a pas en fait les petits autocollants comme en France ou en Europe ou même aux États-Unis sur j'ai acheté avant Donald Trump et Elon Musk proche de Donald Trump. Alors, faire des projections sur Tesla, c'est quand même très compliqué parce que deux choses. La première, c'est que je pense que la marque, elle a perdu des volumes, même en Chine cette année. Mais alors, parier contre Elon Musk, je suis pas sûr que ce soit non plus une bonne idée parce qu'il a beaucoup de ressources. Cet homme. Mais la réplique des Chinois, en fait, sur ce créneau, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà. Ils vont au-delà. Ouais. Ils ont quand même été très inspirés par Tesla. Mais Tesla, c'est pas que un constructeur de véhicules électriques. C'est une société qui a développé le véhicule autour du software. C'est quand même ça qui a été très fort et ça a beaucoup inspiré les Chinois. C'est pour ça que je vous parlais de véhicules technologiques. C'est une société qui a beaucoup travaillé sur la charge et l'option de charge, et ça leur donne aussi un avantage compétitif. Et c'était une société aussi qui travaillait aussi sans concessionnaire, en vente directe. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de ne pas répliquer tous les avantages compétitifs de Tesla ou de les battre à leur propre jeu. Quand on va là-bas aussi en Chine, on se dit fabriqués sur place aussi à Shanghai. C'est vrai. On se dit
finalement, c'est plus une voiture, c'est une forme de smartphone sur roue, parce qu'il y a beaucoup de technologies et qu'on adapte et qui se vend bien. D'ailleurs, il y a des équipementiers qui vous fournissent en fait aujourd'hui le châssis et vous mettez la carrosserie, le châssis avec la batterie et vous mettez un peu, je simplifie, je caricature, mais à peine, et vous mettez la carrosserie que vous voulez dessus, quoi. Non, pour moi, l'exemple qui est le plus frappant, c'est plutôt de regarder la voiture de Xiaomi, donc la SU7. Je pense que c'était la star du mondial de téléphone. Oui, alors c'est ça, c'était la star de Pékin. Ouais. Donc en fait, ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est que Xiaomi, c'est comme si Apple avait demandé à une société de type Chrysler de faire une voiture pour eux, et eux, ils faisaient toute l'électronique et l'architecture, et ils mettaient un logo Apple sur la calandre. Ouais. Bah, c'est ça, Xiaomi. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Et ça, c'est pour moi, c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de constructeurs automobiles. Oui, c'est vrai. Huawei s'y met aussi. Alors, Huawei, mais ils font plutôt des marques intermédiaires, comme Aito. Quoi. Oui, mais c'est vrai, ce que vous disiez, Patrick, pour l'intégration. Enfin, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter le siège global de CATL. C'est eux qui fournissent justement les châssis avec batterie. C'est ce qu'ils appellent quand même le skateboard. C'est une plateforme complète, un châssis avec les packs de batterie complètement intégrés. Ouais. Tout ça est optimisé pour une très bonne tenue de route, la répartition des masses. Il y a les suspensions. Enfin, tout est fourni clé en main. Ils ont aujourd'hui 3 tailles différentes qui commencent à vendre aux constructeurs automobiles. Donc, avec une intégration complète. Et puis, ce que vous disiez avec Huawei, effectivement, pareil, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés avec de nombreux constructeurs chinois. C'est eux qui récupèrent le plus de data. Ouais. Et là aussi, c'est une intégration, pas seulement pour la connectivité à bord, mais aussi pour la voiture autonome donc qui arrive. Et là, quand ils ont un accord avec un constructeur chinois, ils maîtrisent beaucoup de choses, mais ils fournissent aussi les radars, tous les sensors, les lidars. Et donc, ça prend de plus en plus. Donc, on a 2 intégrations quand même très importantes. Qu'est-ce qui reste ? Enfin, voilà, ça, c'est la vraie question. C'est vrai. Sur justement cette innovation, Alexandre Marian, Serge Gachot et Gérald Imbert aussi a fait l'expérience. Il y a les voitures autonomes. Alors il y a les voitures à assistance, c'est-à-dire que on vous aide un peu à piloter, à lâcher un petit peu le volant, et puis il y a les voitures complètement autonomes qui se développent à vitesse grand V, qui sont pas encore totalement commercialisées partout en circulation, mais ça vient. Bah là vous n'avez plus de chauffeur, hein. Et ça, ils rattrapent les Américains et ça va débarquer bientôt ou pas ? Alors, ils rattrapent les Américains. C'est dur à dire en fait s'ils rattrapent ou s'ils sont devant, parce que quand on a fait le test, je pense que Serge a fait aussi le test avec Poney AI. Oui. Moi, j'ai été très impressionné parce que je m'attendais à être dans un parcours un peu Disneyland et en fait pas du tout. Ils nous ont lâchés dans les rues de Shanghai et on a des piétons partout, des camions qui conduisent n'importe comment et la voiture se comporte extrêmement bien. Et elle accélère très très vite. Hein. Elle accélère, elle ralentit. 80-90 km/h très vite. Elle ralentit. Elle ralentit. Elle voit. Non mais même elle ralentit parce qu'il y a un passage piéton où elle devrait passer. Enfin, c'était vraiment très bien. Il y a des radars partout, évidemment, sur la voiture, quoi, au-dessus. Il y a deux domaines. Hein. Quand on parle de véhicules autonomes, vous avez parlé des aides à la conduite et vous avez parlé de véhicules autonomes. C'est vraiment 2 mondes qui sont quand même assez différents. Donc, c'est Waymo, c'est T-Cruise, c'est Zoox aux États-Unis et c'est Poney AI et d'autres sociétés en Chine. On voit aussi que ça se développe en Europe, mais malgré tout, je pense que c'est aux États-Unis et en Chine qui sont le plus avancés sur ces domaines-là parce qu'ils ont fait plus de kilomètres, parce qu'ils ont simulé plus de kilomètres. Après, les constructeurs traditionnels, eux, ils travaillent plutôt sur des aides à la conduite plutôt autonomes, ce qu'on appelle le L2, L3, avec des volants qui se tournent un peu tout seuls, mais qui nécessitent quand même d'être toujours face à son volant. Tesla, d'ailleurs, a ce qu'on appelle le self-driving car. Et ce qui s'est passé, il y a eu un accident marquant avec Xiaomi qui a poussé le gouvernement chinois à sévir et à ralentir drastiquement le sujet du véhicule autonome. Donc, en état de cause, je ne sais pas vous dire quand ça va déferler en Europe. À mon avis, on a un petit peu de temps parce qu'on est plus prudent en Europe qu'en Chine. Oui, pour l'Europe, mais je crois que ça va quand même déferler. Je veux dire, voilà, ça marche très très bien. On parle de Shanghai, c'est 30 millions d'habitants. Enfin, toutes les grandes villes au monde, on est complètement coincé dans les bouchons, donc c'est quand même très pratique. Et puis le prix des robotaxis va chuter. Poney AI, ils ont roulé pour l'instant 47 millions de kilomètres. 0 accident. Mais moi je pense effectivement que à terme, par exemple, des personnes âgées qui ne pourront plus conduire. En France, vous avez vu, on va mettre le contrôle médical et donc
il y aura sans doute des restrictions. Ces voitures autonomes, elles permettront peut-être... Les personnes âgées. Les personnes âgées. En Chine, 3 générations vivent souvent dans la même maison. Donc là, c'est vraiment... Tiens, puisqu'on parle de personnes âgées, il y a un chiffre qui m'a... Je m'écarte un tout petit peu de la voiture, mais qui m'a frappé. L'âge du départ à la retraite en Chine, parce que c'est le grand débat en France. En Chine, c'est à 63 ans pour les hommes. Et 53 ans, 55 ans pour les femmes. Donc voilà, allez, dans un instant, nous poursuivons sur la Chine, l'empire de la voiture qui va peut-être conquérir le monde et arriver. Et je vous le disais, la chaîne, il maîtrise toute la chaîne sur l'électrique notamment. Et là, c'est fort, on va voir ça avec Alexandre Marian, mes invités Serge Gachot, et puis nous aurons quelqu'un de nouveau en duplex. 南方广播电台 Sud Radio, 面子上的真相 La vérité en face, 帕特里克·罗杰 Patrick Roger. Les meilleures voitures, c'est made in China. Les meilleures voitures, c'est made in China. Est-ce que c'est vrai ou pas Stellantis, Renault, tous les grands constructeurs ici en Europe, les Allemands vont dire non, nous sommes encore les meilleurs. Mais nous sommes avec Alexandre Marian, d'Alix Partners, Serge Gachot, le patron du Mondial de l'Auto. On revient en fait de Shanghai, où il y a une atmosphère complètement dingue. Nous sommes toujours en ligne avec Gérald Imbert du groupe LG Automobile, qui est dans le sud-ouest, qui remonte jusqu'en Charente, là, qui est basé à Perpignan, qui voulait en fait réagir et compléter ce que l'on disait, Gérald Imbert. Ouais, merci Patrick Roger. Oui. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on a quand même des opportunités. Je dirais dans ce côté un peu anxiogène, on a quand même des opportunités. Et notamment le fait que si on associe aujourd'hui une voiture à un iPhone ou à un smartphone et qu'on voit la dépendance que ça a généré auprès des utilisateurs, on peut se dire que si on arrive à se positionner sur un marché un peu différentiel de celui qu'on connaît en France, avec des véhicules ultra connectés et en arrivant à parler à des jeunes de 25, 30, 35 ans, on a quand même des effets de levier qui sont juste énormes. Donc il ne faut pas non plus, je dirais, noircir entièrement le débat. Non, bien sûr. Il faut juste qu'on puisse adapter les produits à ce qu'attendent les utilisateurs. Et je pense que les Chinois l'ont bien compris et le développent plutôt très bien. Et après, je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Christophe Morel, et notamment sur le fait de la perception qu'on peut avoir de l'automobile en Europe et surtout en France par rapport aux pays asiatiques et notamment en Chine, où effectivement on se demande à quel moment l'automobile ça reste une solution de mobilité et non pas une contrainte de mobilité vu la fiscalité et tout ce qui tourne autour de ce sujet-là. Mais ça, je pense que c'est un autre débat et ça fera peut-être l'occasion d'une autre émission. Oui, non mais ça c'est vrai. On en reparlera d'ailleurs ce soir dans les vraies voix qui font rouler la France avec Cécile le minibus qui aura d'autres invités. Mais vous avez raison, Gérald Imbert, d'insister en fait là-dessus. Je voulais aussi qu'on dise un mot quand même, Alexandre Marian, de cette chaîne, c'est-à-dire sur les voitures électriques. On sait qu'il faut des matériaux de base et les Chinois maîtrisent tout en fait à ce niveau-là, contrairement à nous en Europe. Alors, ils maîtrisent à la fois la chaîne quand il s'agit de récupérer les minerais, notamment parce qu'ils ont beaucoup investi dans les mines en Afrique et autres. Et puis ils exploitent les terres rares. Alors les terres rares, c'est plus pour les moteurs que pour les batteries. Mais bon, c'est un grand sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est important. Et surtout, ils maîtrisent la chaîne de raffinage. Raffinage, c'est quoi qu'on explique en fait? C'est-à-dire que la transformation. C'est la transformation de la matière brute vers la matière pure qui est utilisée dans la production, que ce soit dans la production de batteries, que ce soit dans la production d'aimants, des cellules et autres. Donc c'est vraiment un élément qui est, on va dire, qui est un boulet d'étranglement, qui nécessite des compétences très particulières et qui aussi est en forte croissance. Donc toute la capacité disponible, si on est capable de la prendre, on squeeze un peu le marché. Est-ce que nous, en Europe, parce qu'on parle de nos gigafactories de batteries, etc., est-ce qu'on peut installer en fait des usines et se passer des Chinois? Non, on est obligé de passer des Chinois sur l'approvisionnement en matières premières, quoi, Alexandre. Dans le court terme, non, on peut pas. On ne peut pas se passer des Chinois. Dans le court terme, on ne peut pas se passer des fournisseurs existants. Après, vous avez comme moi entendu parler d'un certain nombre de plans d'accès de mines de lithium en France. Ça veut dire quand même qu'il faut accepter un certain nombre de
changement sur la doctrine d'extraction. Et puis probablement, c'est pour ça que beaucoup insistent là-dessus, sur on repousse un petit peu les choses sur le moteur thermique pour être capable de ne pas être submergé par les autres, alors que pour l'instant on a du mal à renouveler le parc, et c'est normal, les voitures sont quand même beaucoup plus chères. Alors sauf que elles seront accessibles avec les Chinoises. Tiens, nous avons Alban Naudet du groupe Naudet Automobile, jeune concessionnaire lui dans une entreprise familiale dans l'est de la France, pour nous dire aussi ce qu'il a vu. Et Alban, comme vous êtes de la jeune génération, j'imagine que ce que vous avez vu vous a sans doute séduit, étonné, quoi. Bonjour Alban. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, effectivement, on ne peut pas rester indifférent face à un voyage comme ça. Ouais. On a toujours un peu des idées sur les véhicules chinois et tout. Moi, je distribue aussi une marque chinoise. Ouais. Et hier, lors de notre séjour, on a vraiment pris une claque. Et se dire que ce pays qui faisait 200 000 voitures il y a 20 ans en arrière, où c'est qu'on est allé avec nos marques européennes monter des usines, on a amené tout notre outil de production là-bas. Et qu'aujourd'hui, ce pays fait 27 millions de voitures, et nous, nos véhicules européens, nos constructeurs européens sont en train de perdre de la vitesse face à ce mastodonte qui déferle sur notre continent. Alors on aura beau mettre des droits de douane, mettre plein de choses, je pense que c'est inévitable pour nous. Et moi, en tant que jeune concessionnaire et tout, je me dis que ça fera partie des marques que je devrais vendre en complément de mes marques entre guillemets historiques, si je veux pérenniser mon entreprise. Oui, d'autant qu'elles sont, c'est vrai, d'autant qu'Alban Naudet, elles sont assez séduisantes. Alors les Européens, etc., vont probablement s'adapter, mais quand on monte, pour les jeunes générations, les 30-50 ans, ils se disent oui, là, je monte dans cette voiture, c'est quand même assez séduisant, quoi. Il y a plein de choses en fait à bord. On l'a dit sur la technologie, tout ça, ça clignote de tous les côtés, c'est beau, c'est vrai, et c'est moins cher, quoi. Et comme l'a dit Gérald, en fait, ce qui est bluffant, c'est quand on arrive dans le salon. Moi, ça fait des années que je fais les salons. Depuis Covid, les salons, c'est plus ce que c'était. Là, on est arrivé dans un salon où c'est une fête, où c'est un réel événement, où il y a un engouement. Et il y a des influenceuses, des femmes de 20-25 ans qui sont en train de vendre les voitures avec leur smartphone grâce à elles sont payées par les marques. C'est des ambassadrices de marques qui sont payées par les marques. Et cette dynamique-là, nous, on ne la retrouve pas chez nous. C'est-à-dire que l'acheteur d'une marque en Chine, c'est 30-35 ans. Chez nous, dans notre marché, on serait plus sur 55-65 ans. Donc on est vraiment sur un modèle. C'était quand même la fête mondiale de l'auto. Mais non, bien sûr, le patron du mondial de l'auto de Paris, Serge Gachot, bien sûr. Non, mais vous l'avez sauvé. J'ai connu il faut maintenir notre mondial à Paris, c'est sûr, comme Genève et tout. Donc ça, c'est sûr. Mais ce qu'on a connu, il faudrait qu'on le retrouve, qu'on redonne de l'engouement. Et en fait, le problème, c'est notre gouvernement aujourd'hui, où on fait du bashing sur l'automobile en permanence. Et aujourd'hui, c'est le secteur industriel à tuer, alors que ça représentait énormément d'emplois et ça représentait aussi la fierté de l'Europe sur nos marques traditionnelles. Oui, ça c'est vrai. Plus de 500 000 emplois sur toute la filière en France et des quelques millions en Europe. Alexandre Marian, en conclusion, et Serge Gachot après. J'aimerais quand même terminer sur une petite note d'espoir, parce que quand j'ai regardé moi les ventes de véhicules électriques le mois dernier, moi je n'ai vu quasiment, je vais être très clair, j'ai vu dans les 10 premiers, j'ai vu que des modèles français, enfin franco-européens, c'est-à-dire Renault 5, Mégane, Scénic, et côté Renault, et la Renault 5 qui est le numéro 1 avec beaucoup de ventes, et puis du Stellantis aussi avec de la C3 et autres. J'ai vu Tesla qui était relativement bas dans le classement. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même garder en tête qu'il y a de l'espoir, il y a des produits intéressants. Là, les modèles qu'on voit, malgré tout en Chine, ils se ressemblent quand même un peu tous. C'est beaucoup de Tesla, beaucoup de modèles qui copient Tesla. Et donc alors qu'on n'a pas tout vu, mais de toute façon, citadines probablement aussi qui viendront, quoi. Moi je voulais arriver à la même conclusion, effectivement. En plus, les constructeurs chinois, on l'a dit, perdent de l'argent pour la plupart. Les Européens, il y a encore de la trésorerie pour se bouger vite, faire des choses. Il faut dire qu'ils sont subventionnés par les gouvernements locaux. Il faut qu'on arrive vraiment assez vite. On s'en rapproche à la parité entre véhicules thermiques et véhicules électriques ou électrifiés, la parité en termes de prix, parce que l'accessibilité est très importante. Les auditeurs qui nous écoutent se disent oui, moi je veux bien y passer, mais il faut qu'il y ait de l'autonomie et que le prix soit accessible. Vous allez voir, tout va quand même s'accélérer, même si le moteur thermique a encore de l'avenir devant lui, là, dans les 10, 15, 20 ans, quoi, bien sûr. Et puis on verra, on n'est jamais à l'abri de nouveaux
nouveauté. Et ce qui vient de Chine, il y a un tel foisonnement qu'il y aura sans doute du changement. Ce soir, émission spéciale aussi, les vraies voix qui font rouler la France avec Cécile Le Ménibus et beaucoup d'invités. Dans un instant, Valérie Expert, bien sûr, Gilles Gansman, parti média et parti débat.